naissance d'Hercule. Eh bien, Zeus va être infidèle. Il va tomber amoureux de la reine de Thèbes. Il va tomber donc du mortel. Et ils vont avoir un enfant qui est Hercule. Seulement, le problème, c'est que Zeus se dit, mais il est mi-homme, mi-dieu. Moi, je voudrais qu'il soit un dieu à part entière. Donc, il va le mettre au sein de sa femme Héra, qui est en train de dormir. Mais le bébé est tellement glouton que la maman se réveille, enfin, Héra se réveille, elle le pousse violemment et un jet de lait sort et devient la Voie lactée. Et donc, c'est comme ça qu'on dit que les Grecs et les Romains parlent de ce mythe du lait dans le ciel, de l'origine de la Voie lactée grâce à Hercule. On voit ici, d'ailleurs, ici il y a Zeus, il y a un aigle, là, je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a l'aigle de Zeus, il y a la foudre, donc on sait que c'est lui qui regarde la scène. D'une manière d'ailleurs assez tranquillement. Partons dans la Rome antique, et là ce ne sont plus des considérations mythologiques qui vont animer Cicéron, donc le grand orateur, le grand homme politique romain, qui vont l'animer au retour de l'exil. Il va écrire La République, un livre où il dépeint la République idéale, en fait, parce qu'il est très dérangé par ce qui se passe au niveau de l'État. Et il raconte dans son livre qu'un certain Scipion, qui était un homme politique romain né 2 siècles avant lui, va faire un songe et va rêver qu'il parle à ses ancêtres. Alors voilà notre Scipion qui est endormi, et il parle à ses ancêtres, et il parle de la République idéale et des devoirs civiques du Romain. Et où sont ses ancêtres? Eh bien, il va les retrouver dans la Voie lactée. Donc c'est le lieu où sont logés, où vivent les justes, enfin les bons citoyens romains. Dans l'imagerie médiévale, par contre, bon, là, évidemment, on est dans un contexte religieux, et c'est une église qui se trouve en Italie du XVe siècle, c'est une fresque, et vous voyez, là, la Voie lactée, elle est là. Et c'est un pont. Et souvent, la Voie lactée est vue comme un pont. Donc il y a l'image du lait dont on a parlé, et puis elle est souvent vue comme un pont. Et là, vous voyez les âmes qui le gravissent, et qui, bon, il y en a qui arrivent au paradis, mais il y en a évidemment qui tombent là, dans l'eau, et donc qui vont finir très mal, en très mauvaise condition. Et ça, c'est une image qui appartient au Moyen-Âge. Et puis, nous avons d'autres images qui nous viennent tout droit du XIIe siècle, comme les enluminures de Hildegarde, que vous connaissez certainement, qui est une religieuse bénédictine, qui était une mystique, et qui a fait réaliser des enluminures, dont celle de la création, avec la naissance, donc les 6 jours de la création, qui sont là, dans un étendard d'étoiles, une Voie lactée, et avec la naissance de l'homme. Donc vous voyez, empreint de religiosité. Et donc ici aussi, c'est très intéressant. Ce codex-là nous montre Charlemagne qui dort, qui fait un rêve, et qui voit apparaître Saint Jacques. Et Saint Jacques vient lui dire j'ai mon tombeau à Compostelle, viens libérer la route vers Compostelle, mais pour la libérer, il faut que tu suives un chemin. Et c'est le chemin de la Voie lactée. Donc c'est vraiment expressément dit dans ce codex. Donc la voici. Alors partons tout près de Rome, dans une villa d'été de la famille Farnèse, qui est une famille de papes, de généraux, de personnes extrêmement influentes, surtout dans la papauté. Et dans la fameuse salle de la Maconde, on a ce plafond où notre Voie lactée est représentée ici, vous la voyez ici. Mais finalement, elle a un rôle, je dirais, presque décoratif. Ce qui est le plus important pour les papes, dans cette villa Farnèse, qui est de la Renaissance, c'est de montrer les signes du zodiaque. Et d'ailleurs, il y a des signes du zodiaque qui sont exagérés parce qu'ils appartiennent aux habitants du palais Farnèse. Donc il y a des signes du zodiaque qui ont été un petit peu, disons, qui ont été peints d'une manière plus importante. Mais vous voyez que dans ce contexte-là, la Voie lactée, elle n'a pas tellement une présence précise, scientifique, où on nous raconte quelque chose de particulier. Elle sert de décor au signe du zodiaque.
tradition nordique, on parle d'une vache cosmique qui aurait donné des fleuves de lait. Donc là, on revient à l'idée du lait. Donc c'est cette vache qui aurait d'ailleurs nourri le premier géant de la Terre. Et puis, dans des textes, dans d'autres textes, on dit que l'arbre du monde, Yggdrasil, qui est l'arbre du monde, que vous savez, dans la tradition nordique, qui relie le ciel et la terre, bien l'Yggdrasil plonge ses racines en terre, mais aussi ses branches dans le ciel, et que à ce moment-là, il devient transparent et blanc dans certains textes. Donc il y a des chercheurs qui ont dit, mais au fond, est-ce qu'ils n'ont pas voulu parler aussi de la Voie lactée? Cette fois-ci, partons en Égypte. Les plus vieux textes égyptiens dans la pyramide d'Ounas nous parlent du fleuve tortueux en parlant de la Voie lactée. Donc c'est bien un fleuve tortueux, c'est un petit peu l'alter ego du Nil. Et plus tard, eh bien, les Égyptiens ont représenté le ciel, et vous l'avez certainement, vous connaissez aussi cette image certainement, avec la déesse Nut, que vous voyez ici. Elle est soutenue par son père, qui est l'air. Ici, il y a son frère, qui est la terre. Et donc, son corps est constellé d'étoiles. Et elle accouche le soleil le matin, elle l'avale le soir. Mais dernièrement, c'est un article que je viens de lire de 2024. Eh bien, il y a un astrophysicien qui, en lisant les textes, en faisant des comparaisons avec le ciel égyptien de l'époque, a émis l'idée que cette déesse Nut pourrait aussi représenter la Voie lactée. C'est vrai que la forme est là. Et cette idée-là, je l'avais déjà vue ailleurs, avant, il y a longtemps, mais apparemment, il y a la présence de certaines constellations qui pourraient le préciser. Donc c'est un article qui se trouve dans le National Geographic. Et j'ai voulu vous montrer aussi cette image du temple de Dendera. Là, on est couché par terre et on regarde le plafond. Vous savez que ce temple de Dendera est dédié à Thor. Et là, vous voyez la déesse Nut. Vous voyez ici, il y a sa tête, ses bras, son corps. Là, il y a ses pieds. Et là, elle accouche le soleil le matin. Et là, elle l'avale le soir. Mais regardez sa robe. Sa robe, ce sont des zigzags, exactement comme l'eau du Nil, comme si c'était l'eau d'en haut. Là aussi, il est très probable que Nut ait aussi représenté la Voie lactée. On part en Inde, et vous savez que le Gange est le fleuve de la purification qui purifie les Indiens. Et c'est Ganga, la déesse Ganga, qui représente, qui est la déesse du Gange. Elle prend sa source à la frontière du Tibet, donc ce Gange que vous voyez ici, prend sa source donc à la frontière, à 4000 mètres d'altitude, près de la frontière tibétaine. Et l'histoire raconte que Ganga, qui était très pure, avait été, vue par les dieux du ciel, et ils avaient souhaité qu'elle devienne la Voie lactée. Donc Ganga est à la fois la déesse du Gange et à la fois la Voie lactée. Cette image l'explique un petit peu mieux. On la voit ici. Arrivée du ciel, et elle va rentrer dans les cheveux de Shiva. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'elle peut être destructrice. Elle peut avoir un flux, destructeur pour les humains, et donc elle va demander à Shiva de l'aider à réguler son débit. Donc, pour réguler son débit, elle va rentrer dans son chignon. Et quand on voit Shiva avec, dans le chignon, un petit personnage avec un gel, c'est le Gange. Il garde le Gange dans son chignon pour réguler justement, pour calmer le flux du Gange. Shiva est très bien choisi en fait. Tout ça est très, cette divinité n'est pas choisie au hasard parce que c'est le dieu de la destruction, du recommencement. Il a d'ailleurs les yeux mi-clos parce qu'il ferme les yeux à chaque cycle et les ouvre à chaque cycle. Donc en fait, le Gange et la Voie lactée semble très, qui est un objet du ciel, semble très très bien intégré dans
dans le personnage de Shiva. Et nous voici en Chine, la Voie lactée et le fleuve d'argent. Et voici 2 pièces de monnaie du temps de Confucius. Et là, vous avez une bande centrale qui représente la Voie lactée, et vous avez les constellations à droite et à gauche. Une partie du ciel est Yin, une partie du ciel est Yang. Et le ciel chinois est le miroir du monde terrestre. Et donc le ciel divise aussi à des constellations qui correspondent aux 9 provinces chinoises. Et donc là, vous avez la Voie lactée. Mais il y a autre chose qui caractérise l'histoire de la Voie lactée, et là c'est vraiment une histoire. C'est l'histoire d'amour entre 2 personnes, un bouvier et une tisserande, qui s'aiment éperdument, qui veulent se voir tout le temps. Le bouvier ne s'occupe plus du tout des animaux, la tisserande ne tisse plus du tout, et finalement le roi du ciel, l'empereur, décide de les diviser, de les séparer. Et entre deux, il place la Voie lactée. En fait, un représente Altaïr et l'autre représente l'étoile Vega et l'autre représente Altaïr. Et donc, la Voie lactée sépare effectivement ces 2 étoiles majeures. Et ils se retrouvent une fois par an. Et c'est un petit peu l'équivalent de notre Saint-Valentin à nous. Et cette Saint-Valentin chinoise existe aussi au Japon et en Corée. Il l'a faite aussi au Japon et en Corée. Et vous voyez qu'on l'a faite le 7e jour du 7e mois lunaire. Et nous voici au Japon, et cette fête s'appelle au Japon Tanabata. Donc là, on est au bord du canal Orikawa à Kyoto. Et vous allez voir, quand c'est le moment de fêter cette fête de l'amour, en fait, eh bien, on décore le canal, comme ça. Et puis le fleuve aussi, ici à Osaka, le fleuve Yodo, sur lequel on pose des lampions pour faire des... L'astronomie chinoise a toujours été extrêmement connue en Orient, et les cartes chinoises très prisées, et ceci est une copie qui a été donnée à un dignitaire coréen d'une carte chinoise du 1er siècle avant notre ère. Et c'est juste pour vous montrer le réalisme de cette carte, et surtout le réalisme de la Voie lactée qui a été représentée sur la carte, qui est tout à fait exact, mais qui à l'époque où elle a été donnée ne correspond plus du tout ni à la latitude ni à rien du tout. Enfin, c'était un objet de prestige. Et là, on part en Sibérie, chez les nomades sibériens, et les chamans empruntent la Voie lactée grâce à leur tambour. Ils empruntent cette Voie lactée qu'ils appellent la Voie des oiseaux. Et la voici. La voici qui sépare le tambour. Donc, ceci est la partie céleste, si on veut. Et ils l'empruntent évidemment pour aller chercher la médecine et les ramener dans leur tribu, dans leur groupe, pour pouvoir soigner les gens ou résoudre les problèmes. Donc, c'est grâce à la Voie lactée, ces chamans vont finalement trouver les solutions qu'il faut pour arriver à retrouver la stabilité, ou trouver des idées, ou trouver des solutions en cas de conflit ou de maladie. Chez les Navajos, en Arizona, eh bien, l'histoire raconte que Dieu, le Dieu du ciel, voulait effectivement éparpiller les étoiles, mais d'une façon très ordonnée. Or, intervient le coyote. Le coyote est très impatient, et il va prendre le sac d'étoiles que le Dieu avait avec lui, et il va les éparpiller, il va les jeter n'importe où. Et donc, pour les Navajos, la Voie lactée est une action du coyote qui aurait éparpillé les étoiles en faisant une bêtise, en fait. La Voie lactée, elle est là aussi. Là, vous avez la terre, et là, vous avez le ciel. Et là, vous voyez ce zigzag, un petit peu comme dans la tribu de Sibérie. Le zigzag représente cette Voie lactée. Chez les Pawnees, qui d'ailleurs se disent venir de la Voie lactée, dans leurs histoires, ça s'appelle le chemin blanc où les esprits sont guidés par le vent. C'est vraiment très joli et très poétique. Et il y a un très bel objet qu'on a acquis à Chicago, au musée de Chicago, une peau d'élan du XVIIe, c'est un objet très rare, où ils ont voulu
dessiné le ciel, et là, vous voyez, ils ont dessiné la Voie lactée. Très finement, d'ailleurs. En Amazonie, la tribu des Tucano voit le monde comme un grand cerveau, d'ailleurs moitié mâle, moitié femelle, et le fleuve Amazone est là. Il circule dans le monde des vivants, mais aussi chez les morts. Et le grand anaconda qui est là, eh bien c'est la Voie lactée. Là aussi, le domaine des chamans. Là, nous partons chez les Mayas. C'est intéressant parce que on a vraiment un document très intéressant qui est la dague du roi Pakal, qui est très connu. Là, vous avez le masque de jade de Pakal. Donc, le voici là. Voici Pakal, qui semble renversé, qui a une drôle de position qui semble tout à fait renversée, et qui va, une fois qu'il est mort, ceci est le monde des morts, une fois qu'il est mort, va monter vers cet oiseau qui est en haut. Là, c'est un petit peu plus clair. Là, vous voyez, il vient du monde d'en dessous, le Xibalba, et il va monter ici, tout le long de cet arbre cosmique, qui en fait est apparenté aussi à la Voie lactée, mais qui a des sortes de branches qui sont comme des grands serpents, et il va monter jusqu'à l'oiseau cosmique qui est en haut. Donc c'est vraiment une ascension qui est faite par Pakal dans cette dalle. Et là, les Mayas appellent aussi la Voie lactée le grand serpent debout. Parce que, à travers la Voie lactée, les ancêtres peuvent revenir. Il suffit de faire des offrandes. Enfin, pas tout le monde, mais là, en l'occurrence, c'est une des reines des cités mayas. Elle fait des offrandes, et donc elle voit arriver son ancêtre, ou un des ancêtres, ou un guerrier, on ne sait pas, qui arrive, vous voyez, elle est là. Elle est là. Il y a sa main qui est ici, elle tient une petite écuelle, elle fait des offrandes, et là, il y a la tête de serpent, une branche de la Voie lactée, et de là apparaît l'ancêtre, qui ne la menace pas vraiment. C'est leur façon de représenter cette apparition. Ah oui, on se trouve chez les Incas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils appellent déjà la Voie lactée le fleuve Mayun, le fleuve céleste, et ce fleuve est le pendant, le double d'un autre fleuve qui existe, qui est le Vilcanota, et qui serpente dans la vallée sacrée Inca, et qui prend sa source dans la cordillère des Andes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les Incas vont considérer plutôt les zones noires. Donc, au lieu de regarder les zones lumineuses, ils vont plutôt aller regarder toutes ces zones qui sont très foncées et qui sont en fait des agglomérats de poussière intergalactique qui cachent les étoiles. Et donc, ils vont plutôt, parce que dans l'hémisphère sud, ils sont très visibles. Ces taches sombres sont extrêmement visibles, beaucoup plus que dans notre hémisphère nord. Donc, ils vont prendre en considération ces taches-là. Et je vais vous montrer un tableau qui est au musée de Cusco, et on va se faire aider par ce tableau, où on va voir apparaître tous les personnages le long de cette Voie lactée à plat. Alors, vous avez ici un berger, vous le voyez ici vaguement les bras en l'air. Vous avez un renard qui se trouve là. Ça vous paraît plus flou, mais bon, ça correspond à la mythologie inca. Vous avez un lama. Là, on le voit mieux, il est là. Le lama est là. Là, vous avez alpha et bêta du centaure. Ici, les deux points plus lumineux. Vous avez une perdrix qui est là. Là, vous avez une grenouille. Elle est là. Et enfin, vous avez un serpent d'eau douce qui est là. Et tous ces animaux, ces personnages viennent s'abreuver dans le fleuve Mayo, le fleuve de la Voie lactée. Et c'est la même chose pour les aborigènes d'Australie. Évidemment, ils ont énormément d'histoires, mais il y a surtout l'histoire principale, c'est que la Voie lactée est un grand fleuve avec des gros poissons à l'intérieur ou des petits poissons.
Mais il y a quelque chose qui rejoint la mythologie inca, et c'est ce regard sur les parties sombres de la Voie lactée, donc tous ces agglomérats de poussière galactique. Et pour eux, eh bien, c'est l'émeu. Et l'émeu, c'est un animal qui leur a été très utile, c'est vraiment un animal tutélaire des aborigènes, c'est le deuxième animal oiseau plus grand du monde, après l'autruche. Donc il peut peser même entre 30 et 50 kilos. Donc il est vraiment très gros. On peut manger sa viande. Les aborigènes utilisaient sa graisse pour faire des pigments, pour se soigner, on utilisait ses plumes, etc., etc. Et donc ils voient dans la Voie lactée la présence de l'émeu. Voici la tête. Le col-sac ici, le sac de charbon comme on l'appelle, c'est la tête de l'émeu. Et voici. En accéléré. L'art aborigène, je ne pouvais pas passer à côté. Il est tellement particulier, et tellement intéressant. Il représente très souvent cette Voie lactée. Et nous voici partis en Afrique. Chez les Bushmen d'Afrique du Sud, et c'est l'histoire d'une jeune fille impatiente, une adolescente, qui trouve que sa maman cuisine trop lentement. Donc elle va attraper ce qui est dans la casserole et elle va le lancer en l'air. Et ce sont les cendres qui vont créer les zones sombres de la Voie lactée, et ce sont les racines et les céréales qui vont créer les étoiles. Et cette image des céréales, eh bien, elle se retrouve très souvent dans le monde. Parce qu'on a parlé du lait, on a parlé des ponts, etc. Mais la paille volée est très très souvent reprise dans les mythes concernant la Voie lactée. Elle est volée par des personnages, mais elle est aussi volée par des grands chiens, ou par des loups. Et ce mythe de la paille volée qui devient la Voie lactée, parce qu'en s'enfuyant, elle s'éparpille, eh bien on la retrouve dans le Maghreb, chez les Bantous d'Afrique, dans une grande partie de l'Afrique, dans le Caucase, en Iran, en Asie centrale, en Arménie, en Sardaigne. Et même les Cherokees parlent d'un chien qui éparpille la paille. Et donc, c'est un mythe, celui de la paille volée est un mythe extrêmement présent sur Terre. Et maintenant, on va aller vers d'autres découvertes. Et donc, laisser derrière nous cette mythologie. Vous allez voir qu'il a fallu du temps, il a fallu passer à travers beaucoup de transformations. On va partir sur les côtes grecques. Et c'est le grand Démocrite qui va avoir l'intuition, qui développe l'atomisme. Pour lui, le monde est composé d'atomes et de vide, et ces atomes, eh bien, en s'entrechoquant entre eux, créent des univers, infinis d'ailleurs. Et Démocrite dit que la Voie lactée est constituée d'une multitude d'étoiles proches. On se trouve quand même au IVe siècle avant notre ère. Donc il a une belle intuition. Mais notre monde va être surtout dominé par les théories d'Aristote, de Platon, d'Aristote et puis de Ptolémée, et c'est-à-dire, voici ce que nous dit la cosmogonie, la cosmologie d'Aristote, c'est que la Terre est au centre. Donc il s'agit de géocentrisme. La Terre est au centre. Autour d'elle gravitent les étoiles, les planètes, le Soleil qui est là, le Mercure, donc la Lune, Mercure, Vénus, Mars, le Soleil, Jupiter, Saturne, et puis tout autour, eh bien, vous avez une coquille d'étoiles fixes, donc elles sont toutes équidistantes par rapport à la Terre. Et pour Aristote, eh bien, l'univers est composé de deux parties. Eh bien, il y a le monde entre la Terre et la Lune, qui est voué au changement, qui n'est pas parfait, qui est imparfait vraiment. Et vous avez le monde au-dessus de la Lune, toute cette partie-là, qui par contre est parfaite et dans les terres, immuable, etc. Et donc, pour Aristote, c'est simple, la Voie lactée est un phénomène météorologique. C'est-à-dire qu'il ne la place pas au niveau stellaire, mais il la place tout simplement entre la Terre et la Lune, parce qu'elle est nuageuse. Elle a l'air d'être presque sale, pas parfaite. Donc il la place là. Ptolémée va reprendre le monde
géocentrique d'Aristote, évidemment, vous voyez. Mais lui va par contre considérer que la Voie lactée est plutôt dans la sphère des étoiles. Donc c'est déjà... Mais on va rester pendant des siècles avec cette idée. Donc on a la Terre au centre, ça c'est une très belle fresque dans la cathédrale de Padoue, qui est du XIVe siècle. Donc vous avez la Terre au centre, vous avez les sphères du feu, de l'eau, de l'air qui entourent la Terre, et puis vous avez les signes du zodiaque, vous avez Dieu qui gouverne tout, mais notre Voie lactée, on n'en parle pas trop. Finalement, on ne sait pas ce que c'est, on la place par-ci, on la place par-là, mais les idées ne sont pas claires. Et il faut que je vous dise quelque chose, peut-être il y a certainement beaucoup de personnes qui le savent, beaucoup d'entre vous le savent. Tout ce qu'on voit dans le ciel appartient à notre propre galaxie. Donc, sauf à l'œil nu, hein, parce que je sais qu'il y aura des télescopes ce soir, il y aura des lunettes, donc on va voir beaucoup de choses. Mais à l'œil nu, tout ce que vous voyez appartient à notre galaxie. Sauf dans notre hémisphère nord, la galaxie d'Andromède. On peut la voir, on peut la discerner à l'œil nu. Elle, effectivement, est à l'extérieur. Mais avant de comprendre ça, eh bien, il a fallu encore du temps. Le premier à parler de la galaxie d'Andromède, apparemment, est Azophie, comme nous, en Occident, on appelle Azophie, qui était astronome horloger persan, qui a repris le catalogue de Ptolémée, qui a revu les magnitudes des étoiles et l'a amélioré, qui a été un grand traducteur des Grecs, et qui a parlé de la galaxie d'Andromède, comme étant une sorte de petite tache prête à être avalée par un gros poisson. D'ailleurs, les théories d'Azophie ont été reprises par les Occidentaux pendant longtemps, et vous voyez ici un prêtre bibliothécaire astronome français qui, en 17e, va reprendre le catalogue d'Azophie et va reprendre l'image du poisson, et regardez, il va replacer Andromède. Là, c'est encore beaucoup plus clair qu'ici. Replacer Andromède devant la bouche du poisson. On commence à parler d'Andromède, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. On ne sait toujours pas où elle est, et par rapport à notre galaxie, où elle se situe. Et finalement, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce ruban laiteux et lumineux dans le ciel? C'est un chemin emprunté par des défunts. C'est un phénomène météorologique, comme disait Aristote. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est proche? On n'en sait rien. Et la théorie de la Voie lactée comme phénomène météorologique commence vraiment à vaciller parce qu'elle est immuable. Finalement, elle ne bouge pas non plus. Ce n'est pas des nuages qui passent. Donc, on commence vraiment à se demander où c'est. Mais il y aura des étapes à franchir. La première étape, c'est l'héliocentrisme. Il faudra chasser la Terre du centre, et Copernic viendra, avec sa théorie d'ailleurs de l'année de sa mort, pour ne pas se faire passer par l'Inquisition, eh bien, il parlera de cet héliocentrisme, et il dira aussi, donc le Soleil est au centre, mais on garde des sphères, de planètes fixes qui tournent autour de la Terre, du Soleil, et les étoiles fixes tout autour. Et il dira, dans son écrit, « Et si le ciel était infini ?» Donc, il y avait d'abord une idée les unes à l'intérieur des autres, de sphères les unes à l'intérieur des autres, mais qui étaient enfermées dans un univers clos, et tout à coup, on commence à parler d'infini. Et oui, la notion d'infini commence à poindre son nez, c'est très important, parce qu'elle va vraiment libérer les esprits, elle va libérer aussi des idées. Et vous avez cet Anglais, qui était un astronome, Thomas Dix, qui va faire exploser la coquille des étoiles fixes, et qui va faire des dessins, comme quoi les étoiles se répandent à l'infini dans l'univers. On garde toujours l'héliocentrisme, on garde toujours les planètes qui tournent autour du Soleil, mais les étoiles s'éparpillent. Et pour moi, celui qui a vraiment posé les fondements de la cosmologie moderne, c'est Giordano Bruno, parce que ce moine bénédictin, qui après n'est plus bénédictin du tout, parce qu'il a été chassé de l'église, a été excommunié,
eh bien, il a réfuté le géocentrisme, il a réfuté l'héliocentrisme, mais il a aussi réfuté l'anthropocentrisme. Parce que pour lui, il existait une infinité de soleils, d'étoiles comme notre soleil, dans l'univers, une infinité, entourée par des planètes où pouvaient habiter des êtres vivants comme nous. C'est-à-dire que Giordano Bruno, en 1500, en vers 1570, quelque chose comme ça, va écrire des livres sur ces théories. Évidemment, il sera excommunié, il sera incarcéré, il sera torturé, finalement, brûlé par l'Inquisition en 1600 à Rome. Il faudra attendre Galilée qui, grâce à sa lunette, va dire la Voie lactée et ses luminosités laiteuses, et surtout, il va dire la Voie lactée n'est rien d'autre que le groupement d'innombrables étoiles. Donc il va les voir. Il va vraiment voir toutes ces étoiles les unes à côté des autres. Et Kepler, avec qui il entretient une correspondance, et au sujet de la Voie lactée, tu as rendu heureux astronome et physicien. Donc là, il y a un énorme pas qui a été franchi. C'est un tableau qui a été peint en 1610, au moment où Galilée voit la Voie lactée, voit les satellites de Jupiter, les taches sur la Lune, etc., etc. Mais vous voyez qu'on était déjà conscient de la réalité de l'univers. Parce que regardez, on a vraiment bien peint la Voie lactée par des tout petits points. Même les constellations, on voit, c'est pas très bien parce qu'il fait quand même très lumineux, mais les constellations sont reproduites et les taches sur la Lune aussi. Donc il y a une prise de conscience, donc les idées circulaient quand même, malgré tout. Mais une autre question surgit. Pourquoi les étoiles se concentrent-elles sur une bande étroite? En fait, tout le monde se pose la question. Galilée n'en parle pas du tout. Et Newton, le père de la gravitation universelle, n'en parle pas non plus. Pas du tout. Par contre, un autre Anglais, Thomas Wright, qui est un autodidacte, c'est un architecte de jardin. Donc il est mathématicien, astronome amateur, et bien lui va imaginer que finalement les étoiles, elles se regroupent dans des sortes de grands complexes, et elles se regroupent. Et donc il a le mérite d'avoir pensé à quelque chose de juste. Donc les étoiles tendent à se regrouper, et il émet cette idée des systèmes stellaires. Et que notre vision est le fruit de la perspective. C'est intéressant. Mais il a fallu déjà crever l'espace avec cette notion d'infini. Donc vous voyez que pas à pas, on est arrivé à comprendre certaines choses. Le philosophe Emmanuel Kant va proposer, par analogie, de parler d'univers I. Donc il se dit que tout concorde pour que nous considérions ces figures elliptiques comme des ordres du monde, comme des voies lactées. Et donc pour Wright et Kant, les galaxies sont les structures de base de l'univers. Grâce à Herschel, qui est ce grand astronome d'origine allemande qui a été hébergé par le roi Georges III en Angleterre, qui a reçu des subventions, qui a été aidé par Georges III, et sa sœur Caroline, eh bien, ils ont fait des recherches extraordinaires, ils ont compté, ça a été le premier comptage mathématique de la Voie lactée, et ils ont créé cette forme-là, plate, qui ressemble un petit peu à notre vaisseau qui est la Voie lactée. Et donc, c'est la première tentative mathématique de recensement d'étoiles. Mais pour lui, les étoiles avaient toutes la même luminosité, et seulement elles étaient placées à des distances différentes, mais elles avaient la même luminosité pour lui. Et puis, il ne connaît pas du tout les poussières interstellaires dont on a parlé avant. Donc, quand il voit des endroits sombres, il pense que c'est vide. Donc, de toute façon, c'est la première tentative de comptage et elle est intéressante. Elle est même primordiale pour la suite. Alors, on est parti de là, souvenez-vous, on est parti du géocentrisme avec des sphères à l'univers clos. On est passé 1800 ans plus tard, ça paraît énorme,
l'héliocentrisme, mais l'univers est toujours clos. Ensuite, les étoiles s'éparpillent, on commence à avoir une notion d'infini. En 1584, Giordano Bruno parle de structures qui s'éparpillent dans l'univers. En 1750, il y a cette idée de cohésion de toutes ces étoiles, qui tiennent d'ailleurs grâce à une force centrifuge au centre. Et enfin, il y a le comptage d'Herschel en 1736. Mais est-ce que tout est contenu dans la galaxie? Grande question, parce que vous savez que cette année, vraiment, ça c'est assez stupéfiant, on fête le centenaire de la prise de conscience que, à part notre galaxie, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'autres galaxies. On fête le centenaire. Il y a simplement 100 ans, on était encore en train de débattre sur ce problème-là. Et Shapley, donc cet astronome américain, il va y avoir un grand débat, on va l'appeler le grand débat. Avec Hubble, il va y avoir ce grand débat dans les années 20 pour comprendre si tout ce qu'on voit est dans notre galaxie, ou bien s'il y a des choses qui sont à l'extérieur de notre galaxie. Et donc, finalement, eh bien, Hubble détermine la distance Terre-Andromède, dont on a parlé avant, comme donc une galaxie comme la nôtre, à 2,5 millions d'années-lumière. Et donc, finalement, on comprend qu'à l'extérieur de notre vaisseau, qui est notre galaxie, avec toutes ces étoiles, eh bien, il y a des milliards et des milliards d'autres galaxies. Et donc, une petite carte d'identité avec quelques chiffres, mais les chiffres, moi, c'est pas mon truc, mais je vais quand même. Il fallait que j'en mette quelques-uns. Donc, notre galaxie, elle fait 100 milliards d'années, 100 000 années-lumière, 100 000 années-lumière. Donc, une année-lumière, c'est le temps parcouru par la lumière en un an. Donc, en un an, elle parcourt 10 000 milliards de kilomètres. Nous sommes là. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas près du centre, nous ne sommes pas complètement à l'extérieur. Nous sommes un peu excentrés, mais pas trop. Alors, notre galaxie contient à peu près entre 200 à 400 milliards d'étoiles. Alors, les chiffres varient beaucoup. Il y a des endroits où vous lisez 200 milliards. Il y a d'autres endroits où on arrive à 300. Enfin bref, je vous ai mis une fourchette. Visiblement, on n'a pas encore les idées très claires. Et peut-être 100 milliards de planètes à l'intérieur de notre galaxie. Certainement beaucoup plus, mais là aussi, la porte est ouverte, on ne sait pas exactement. Alors, le Soleil, le système solaire tourne autour du centre. Donc, nous tournons tous, notre système solaire tourne autour du centre de la galaxie. En 226 millions d'années, à 230 km/s. Et la Voie lactée, notre galaxie, elle bouge aussi. Donc, non seulement nous, on bouge à l'intérieur, notre galaxie aussi bouge. Et elle bouge à 630 km/s. Donc, tout bouge. On bouge en ce moment, on est en train de filer. Et alors, il y a cette grande énigme, ces grandes énigmes. Il y a 5% de la... Il n'y a que 5 minutes à un quart d'heure. Il reste 5 minutes. Il n'y a que ça. Je vais essayer de le faire. Il n'y a que 5% de la matière visible que l'on voit, et le reste, eh bien, on ne la voit pas, parce qu'il s'agit de la fameuse énergie noire et de la matière noire. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ne me le demandez pas, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on sait, c'est que la matière noire a un effet gravitationnel, c'est-à-dire qu'elle garde, c'est comme un ciment, elle garde les objets, elle a attiré les objets, donc elle a un effet gravitationnel, alors que l'énergie noire a plutôt l'effet inverse. Donc elle aide à l'expansion de l'univers, et notre univers est en expansion, et ça s'accélère. Alors Hubble nous a ravis avec ces images depuis 30 ans. Ils essayent de la rehausser, de la garder encore en orbite. Donc SpaceX va s'y réveiller, il paraît. Mais Hubble voit les choses en visible, en ultraviolet. Donc
comme vous savez, il étudie, il observe les étoiles, combien d'étoiles, les trous noirs et les galaxies. Je dois le dire, malheureusement. Gaïa est très important parce que Gaïa recense les étoiles de notre Voie lactée et elle a recensé même pas 1% des étoiles de notre Voie lactée. Elle fait de l'astrométrie. Et l'une de ces dernières découvertes, ce sont deux bras qui se sont formés au début de notre Voie lactée, qu'on a appelé Shakti et Shiva. Et ce sont deux bras qui ont commencé à former notre Voie lactée. Elle a observé des étoiles très anciennes dans le bulbe, enfin dans le centre de notre Voie lactée, appelé le Lycaon. On a un clip qui est très intéressant parce que, il va étudier ces problèmes, ces propriétés d'énergie noire de notre mémoire et pourquoi notre univers est en expansion et qu'il s'accélère. Et nous avons enfin James Webb. Vous pourrez trouver toutes les magnifiques images de James Webb tous les jours. Il y a quelque chose de nouveau sur Internet. Donc je n'en ai pas mis, heureusement, parce qu'il ne manque pas, il manque de temps. Mais lui sonde dans l'infrarouge, donc il va beaucoup plus loin dans les vues. Et lui va carrément aller chercher les exoplanètes. Il fait de la spectrographie, évolution des galaxies, origine des trous noirs, et il va jusqu'à l'ordre de l'univers, jusqu'à 13 milliards d'années-lumière. Donc il remonte encore beaucoup plus loin que Hubble. Alors ça c'est une image de Joe Biden qui donc reçoit la première image de James Webb en 2022, donc avec tout le ciel profond et les objets situés à 13 milliards d'années-lumière. Nous faisons partie d'un groupe local de 60 galaxies, donc nous faisons partie d'un groupe local. Attendez, parce que c'est lié. Mais nous faisons partie du super amas de matière qui contient peut-être des millions de galaxies, et ce super amas de matière fait partie d'un autre super amas qui contient au moins 100 000 galaxies, donc c'est un peu comme des poupées russes dans un certain sens. Mais nous sommes tous attirés vers un point qu'on appelle le grand attracteur, qui est une anomalie gravitationnelle et qui probablement est comme une masse de matière noire qui attire toutes nos galaxies, tous ces ensembles de galaxies. On ne va pas s'effondrer parce qu'il y a quand même certainement un équilibre qui se fait grâce à d'autres, mais tout ça, c'est à découvrir, tout ça, c'est une page blanche qui doit être encore écrite. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer, moi je vais vous mettre du temps qui me regarde, oui, je veux ça. Dire, c'est qu'on a découvert qu'il y a des filaments galactiques qui nourrissent. Les galaxies ne sont pas séparées les unes des autres, mais il y a des filaments galactiques qui les relient. Donc tout est relié en fait. Ce sont des filaments d'hydrogène, surtout d'hydrogène et de poussière. Et donc il y a cette trame qu'on appelle la trame cosmique, dans laquelle naissent et évoluent les galaxies, et les amas de galaxies se retrouvent aux embranchements de cette toile, de cette immense toile. Donc finalement, je dirais que, pour terminer, un univers qui fonctionnerait de manière morcelée ne tiendrait jamais la route. Donc finalement, tout est relié, tout est connecté, et je pense que les prochaines pages de la physique seront vraiment très très intéressantes et bouleversantes aussi. Je vous remercie beaucoup.